Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, un invité de marque, je sais et que vous l'appréciez, vous l'aimez, notre camarade Sylvain Tailleur. Sylvain. Salut Pierre-Yves. Salut. Alors, actualité un peu chargée, alors on va éviter de revenir sur le deuil national, vu que François est tombé. François est tombé il a eu une chute longue, 30 ans. Qui se sont en partie terminés là. Voilà, François n'est plus et son successeur arrive, donc la nation est en deuil. La nation française qui a beaucoup vécu ces dernières années, avec des sorties de route tragiques, de Pierre Palmade à François Bayrou. Mais ne remontons pas les couteaux dans la plaie. Dézoomons. Et dézoomons pour nous faire moins de mal. Dézoomons, parlons d'autre chose, parlons du H dans Les Grands Hommes à la patrie reconnaissante, comme disait Emmanuel Borne, comme disait Madame Borne, est-ce que ce n'est pas un féminicide par lettre déplacée, enfin tout ça. Mais dézoomons encore un peu parce qu'on se fait du mal. On va parler des battements du monde en dehors de la civilisation. Vous savez, la civilisation, c'est un carré, un rectangle, ça dépend de la forme. C'est quelque chose qui est entre le siège du Parti démocrate, Bruxelles, Berlin, et qui se termine, qui enrobe 2 arrondissements parisiens pour terminer à Pau anciennement, mais bientôt ailleurs. Donc, parlons des frontières de la civilisation, c'est-à-dire que fout, pendant que nous sommes en deuil, que fout la bagatelle de 6 milliards d'êtres humains. Or, moi, ce que j'aime beaucoup dans les analyses que tu fais, c'est que tu nous apportes de l'air frais, tu nous apportes un peu de l'air du large. Et tu vois, il y a un sujet que je voulais voir avec toi, c'est, toi là, tu as eu des avancées géoéconomiques majeures en l'espace de quelques mois. Pour moi, symbolisé par exemple par l'accolade Xi Jinping-Modi face à l'utilisation agressive et non défensive des droits de douane que Donald Trump a fait par rapport au cheminement du pétrole russe à travers l'Inde. Résultat, il a réussi à faire une trêve entre 2 ennemis mortels, ce qui en termes stratégiques est quand même, quoi qu'on en pense, un échec. Un peu, oui. Comment tu l'interprètes, toi ? Écoute, il a fait pas mal de bonnes choses, Trump. Il a tordu la main à beaucoup de pays. Il a tordu la main aux Européens, puisque je te rappelle que l'Ukraine doit acheter 100 milliards d'armes, si je dis pas de bêtises, et c'est les Européens, d'armes américaines en plus, qui seront bien évidemment financées non pas par les dits Ukrainiens, parce qu'ils n'ont plus d'argent, mais bien par les Européens. Donc au final, il a convoqué les dirigeants européens. Il a dit, écoutez, c'est très simple, vous voyez le petit machin là, Zelensky, il va acheter des armes. Et il va acheter quoi? Il va acheter des armes chez moi. Et puis c'est qui va les payer? C'est vous. Très bien, monsieur. Il s'est dit qu'il allait faire la même chose avec la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Et là, sauf que, c'est là où sa stratégie n'a pas été bonne, c'est qu'au final, la Chine, c'est 1 milliard d'habitants, c'est devenu une puissance technologique, quoi qu'on en dise, et ils maîtrisent, ils ont la 5G, ils ont plein de choses. L'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants, donc moins technologique que la Chine, mais en fait la force du nombre, et en très bon terme avec la Russie. La Russie et l'Inde sont 2 alliés historiques, il faut le savoir. C'est la Russie qui fournit l'énergie à l'Inde pour se développer, puis maintenant ils arrivent à faire ce qu'on appelle des settlements, donc c'est-à-dire à payer en fait la matière première russe en roupies, en fait, chose qui ne se faisait pas avant, enfin roupie ou rouble. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Trump a dit, toutes les sociétés technologiques aujourd'hui de la Silicon Valley, elles ne vont plus embaucher d'Indiens. Donc, tu sais, il a restreint les visas. Il y avait des visas un peu plus faciles pour que les Indiens puissent aller aux États-Unis travailler. Il a mis des règles un peu plus compliquées. Il a dit au CEO, c'était assez drôle parce qu'il dit ça au CEO de Google et Microsoft, 2 Indiens en fait, tu vois. Il leur dit, c'est simple, il y a trop d'Indiens dans la Silicon Valley, donc maintenant vous allez embaucher aux États-Unis. Et donc eux, t'as Sundar Pichai et Satya Nadella qui se regardent comme ça, un peu comme, tu vois, en chien de faïence, et qui se disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Parce qu'au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie technologique américaine, elle tient parce que, en fait, c'est le modèle un peu Nike, mais version technologique. Nike, c'est quoi? C'est une entreprise américaine qui
comment on dit, qui outsource, qui délocalise sa production historiquement au Vietnam. Maintenant, je sais même plus si c'est au Vietnam. Et puis voilà, tu construis tes trucs au Vietnam par des enfants, tu as des baskets qui te coûtent 10 balles, tu les revends 150 balles et tu fais ta marge. Bah, la technologie aux États-Unis, c'était un petit peu ça. L'Inde produit des ingénieurs en masse. Culturellement parlant, c'est bien vu d'être ingénieur en Inde, c'est un truc, c'est un statut social élevé, donc tout le monde fait des études, se défonce. T'as une production d'ingénieurs absolument folle. Bah, les gens de la Silicon Valley, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des gens, bien évidemment, seniors qui étaient formés aux États-Unis, les postes qui coûtent les plus chers, mais on va dire tout ce qui est un peu, tout ce qui peut être délégué, bah, ils passaient par des espèces de centres de centres massifs où tu avais plein d'ingénieurs indiens qui sont peut-être un peu moins haut de gamme selon les critères occidentaux, mais qui permettent en fait à moindre coût d'abattre du travail, tu vois. Et là, donc c'est le modèle un peu Nike, mais version technologique, c'est-à-dire que tu vois, on va dire que le cerveau est aux États-Unis, mais les bras les bras intellectuels aujourd'hui sont en Inde. Et lui, bah, Trump, il s'est dit, bah, je vais créer des emplois aux États-Unis, donc bah, on arrête d'embaucher en Inde. Donc si vous êtes une entreprise de la Silicon Valley, je ne veux plus que vous embauchiez là-bas. Vous allez embaucher des mecs chez nous. Et les mecs de la Silicon Valley se regardent tous en chien de faïence et se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour le même boulot, ou peut-être un peu mieux, qui sait, on va payer 4, 5, 6 fois plus. Donc on sera plus du tout compétitif par rapport aux Chinois. Parce que les Chinois, je te le rappelle, ils produisent des ingénieurs à tour de bras un peu comme en Inde, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes coûts en termes d'infrastructure que l'Occident. Bah, ça veut dire qu'ils vont te produire de la technologie pour moins cher. En fait, ils vont faire ce qu'ils font depuis les 20 dernières années, c'est-à-dire ils vont te produire, avant ils produisaient des produits, je te dis bêtises, bas de gamme, des jouets, des conneries, très bien, maintenant ils vont produire des téléphones, des machins 5G, des taxis volants, du BYD, pour pas cher. Au final, regarde la voiture BYD, le concurrent direct de Tesla, c'est une voiture qui coûte 20-30 000 balles. Et avec les droits de douane aujourd'hui en France, si tu importes une BYD, ça te coûte cher, mais à la base, le produit coûte pas cher. Et donc là, en fait, Trump te dit, bah, en gros, je vais rehausser les coûts de la technologie. Donc, il se tire pour moi une balle dans le pied, dans le sens où il va freiner, s'il met cette chose en place et s'il n'y a pas en fait de prise de conscience de leur côté, et bah, il se tire une balle. C'est comme si, je te disais, bah, Apple ne peut plus produire en Asie ses téléphones. Tout se fait aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut. C'est des effets d'annonce. Est-ce qu'il le fera en vrai? J'en sais rien, mais ça veut dire que le téléphone ne va plus coûter 1 000 euros, 1 000 $. Il va coûter 3, 4, 5 000 $ peut-être, tu vois, parce que les coûts vont être forcément plus élevés. Et donc, qui va acheter un téléphone 5 000 $? Bah, personne, ou alors si tu l'achètes, tu vas l'acheter une fois et tu vas le garder 50 ans, quoi, tu vois. Tu vas rentabiliser tes 5 000 $. Donc, ou alors tu vas prendre un crédit, mais du coup, qui va prendre un crédit? Personne, enfin, tu vois, très peu de gens. Donc, moi, c'est ce que je disais dans une vidéo en début d'année. Ce que fait Trump, c'est du protectionnisme, et donc il est en train de recréer un monde d'avant la mondialisation, c'est-à-dire, et c'est un vrai sujet de société après, hein, donc là je laisserai nos téléspectateurs juger de si c'est bien ou pas bien, moi je suis pas là pour ça, mais en gros le monde de nos grands-parents, qu'est-ce que c'était? On achetait un frigo très cher et on essayait de faire en sorte qu'il dure très longtemps, donc l'argument de vente des vendeurs de frigo c'était « mon frigo il est de qualité ». Et on produisait des produits qui étaient durables, qui étaient de très bonne qualité, mais qui coûtaient cher, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la mondialisation? On produit un frigo qui coûte pas cher, donc on peut en acheter 3, 4, 5, on peut le changer rapidement, mais il est de moins bonne qualité. Bah, Trump, c'est un petit peu ça. Il est en train de vous dire, bah, c'est simple, le gros pouvoir d'achat que vous aviez, la société d'abondance, vous pouviez vous acheter des fringues, machin, ça vous coûtait 5 euros, 6 euros, 10 euros. Maintenant, c'est fini, on va tout produire local. Par contre, derrière, le t-shirt, c'est plus 5 balles, ça va être peut-être 25 euros. Parce que tu produis ici, ça coûte plus cher. Donc les gens vont revenir, hein, en fait, si cette société perdure, on reviendra aux États-Unis à une société en fait où on va chercher de la qualité. Donc l'argument, ça ne sera plus le prix bas, ça sera je paye des trucs de qualité, les gens consommeront moins et en fait, in fine, moins de pouvoir d'achat, moins de confort. Donc tu reviens à un monde un peu d'avant. Donc il y a beaucoup de gens qui disent c'est super, on va revenir au monde de nos grands-parents, on va regarder nos chaussures sur 3 générations. Pourquoi pas? N'oubliez pas qu'on a vécu une période d'abondance en fait, tu vois, nous ça fait 20-30 ans qu'on vit dans un monde totalement globalisé il y a du moins bon, il y a du bon. Bah, le bon c'est quand même que tu vois, regarde, il y a des plantes en plastique, c'est cool, ça n'a pas dû coûter cher, ça permet de faire un décor. Bon bah ça maintenant si on le produit en France, ça coûtera plus cher, il y aura peut-être plus de plantes en plastique, on sera dans un... Tu vois ce que je veux dire? Ce fauteuil a sûrement été fait made in China, et on peut en avoir 2, peut-être que si on l'avait fait en France, on n'en aurait eu qu'un, donc en fait il y en a un peu debout. Donc il faut aussi réfléchir un peu différemment. Est-ce que c'est bien, pas bien, je vous laisserai juger, mais c'est un peu ce qu'il est en train de mettre en place. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il fait qui sont très bien, il y a des choses qu'il fait où
il devrait peut-être mesurer un peu mieux la conséquence de ses actes. Je pense qu'il fait aussi beaucoup de communication. C'est pour lui, c'est une façon de dire je ramène les emplois aux États-Unis. Tiens, mais bon, dans les faits, il est en train de tuer son industrie technologique, quoi. Et il va prendre un retard par rapport à la Chine. Et la Chine, c'est quasiment 20 000 milliards de PIB, entre 18 et 20 000 milliards. Les États-Unis, c'est 30 000. Bah, je suis désolé, si l'industrie technologique des Chinois surpasse les Américains, bah ça y est, hein. La première puissance, la bascule se fera sous les 5 ans. Si tu veux, ce que j'ai objectivement, moi je vois la cohérence des mesures protectionnistes de Trump, c'est-à-dire que premièrement, Trump est persuadé, à tort ou à raison, que c'est d'ailleurs le problème qu'il a avec la Fed, que la gestion du dollar, entre autres par la Fed, est un poids pour l'Amérique, et il doit équilibrer le fait que le dollar d'un côté n'est pas géré comme un actif, est géré comme un actif global. C'est le problème, tu vois, c'est le paradoxe d'Autriche, c'est la monnaie monde. C'est-à-dire que c'est une monnaie, comme elle est monnaie monde, c'est plus totalement la monnaie des États-Unis, et donc il faut équilibrer la manière dont elle est gérée par des mesures qui rapportent aux États-Unis. Tu vois, parce que soit tu gères le dollar comme une monnaie nationale, et donc ça rapporte aux États-Unis, mais c'est plus une monnaie globale, soit tu la gères comme la monnaie monde, et donc tu desserres les États-Unis, tu vois. Déjà, sur 2 points, tu es obligé d'être en déficit, parce que le dollar se tire de ton territoire, et 2, pour fluidifier la tuyauterie du dollar international, tu es obligé d'avoir un budget de la défense pléthorique pour faire sauter les dents de n'importe qui le refuserait. Donc, si tu veux, donc je vois pourquoi Trump est obligé de recourir au protectionnisme en plus, parce que, il est vrai que l'Amérique profonde a peu vu la couleur des modernisations voulues par les côtes, mais deuxièmement, parce que le dollar est aujourd'hui, d'un certain côté, je dirais pas une menace, mais une limite sur la souveraineté monétaire des États-Unis. Parce que c'est une monnaie à double statut. Et malheureusement, ça se voit dans le rapport que la Fed a avec lui. La Fed dit, oui, mais nous, on est aussi garant du mondialisme financier. On n'a pas de compte à rendre uniquement au Pékin américain, tu vois. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Jérôme Powell va sauter, hein. Et tu l'as vu, il a baissé les taux, et il va continuer à baisser les taux. En fait, Trump, n'oublie pas, il vient du monde de la promotion immobilière, donc lui, toute sa vie, en fait, il a vécu sur la dette. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand ta dette coûte moins cher? Tu peux refinancer ton stock de dette existant, c'est magnifique, tu t'enrichis. Imaginons que tu t'es emprunté 100 millions de dollars pour le cercle Aristote, ok, à 3%. Si les taux de la Fed étaient à 3 et passent à 1, bah toi, tu pourras négocier un autre crédit, et cette fois-ci, ce sera plus 3% que tu paieras, c'est 1. Donc sur 10 ans, au lieu de payer, je dis une bêtise, 30%, quasiment d'intérêt, je fais un calcul qui est faux, mais voilà, tu paieras 10. Donc au lieu de payer 30 millions, tu payes 10. Donc tu vois, le stock de dette, donc lui, il te dit, bah, je veux que les États-Unis baissent les taux pour refinancer la dette de l'État américain. C'est vrai, aujourd'hui, avec les taux actuels, ils se font défoncer, c'est pas possible. Mais ça permettra aussi de rendre l'argent moins cher et de développer une ère un peu folle où promoteurs immobiliers, entrepreneurs, financiers, enfin tout le monde va se gaver, hein. Quand les taux sont bas, tous ceux qui utilisent l'argent pour travailler en profitent, tu vois. Après, ce qui est bien chez eux, c'est que l'Américain moyen arrive à tirer son épingle du jeu, parce que l'Américain moyen, dans son plan de retraite, dans son, tu sais, 401K, il a en général des petits ETF S&P 500. Donc quand les taux baissent, bah, les indices montent, donc il en profite, tu vois. C'est très bien aussi pour les retraites des Américains d'un côté, tu vois. Par contre, ça se fait au détriment de tout le monde. C'est-à-dire que tu baisses les taux, le dollar vaut moins cher, donc tous ceux qui en détiennent dans le monde, bah, détiennent quelque chose qui vaut moins. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait, les Américains, ils ont vécu au détriment des gens. Et c'est ce qui leur est reproché par la Chine. C'est pour ça que la Chine ne veut plus refinancer de dette américaine. Ils s'en est débarrassés depuis des années, et c'est ce qui a créé le conflit qui existe entre les États-Unis et la Chine. La Chine a dit, bah, j'ai accumulé du dollar, mais à chaque fois que j'accumule votre monnaie, vous la dévaluez pour faire vos conneries. Donc en fait, moi je finance votre déficit année après année, alors que moi je suis le bon élève qui travaille, qui me casse le cul pour créer de la valeur. Un mec qui se dit, bon bah nous, le dollar, on va s'en débarrasser petit à petit, votre dette américaine, on s'en débarrasse, on accumule de l'or en cachette, et puis c'est de là qu'est partie la guerre frontale États-Unis-Chine, tu vois. Ça, il faut pas l'oublier, hein. Les États-Unis ont souvent joui de leur monnaie impérialiste, mais après, en même temps, c'est logique, hein. Enfin, je veux dire, c'est même le but d'avoir une monnaie internationale. Ils nous achètent, disait De Gaulle. Oui, voilà, c'est ça. Donc,
tout État impérial a toujours fonctionné un peu comme ça. Hein. Enfin, totalement. Mais là, si tu veux, la géoéconomie telle que vue par Trump, elle est assez facile à lire, parce qu'en réalité, il veut une nouvelle accumulation de capital énergétique. Donc, il gère le Congo comme ça, le Groenland comme ça, le Venezuela comme ça. Et même le Canada qu'il voulait annexer il n'y a pas longtemps. Et le Canada comme ça, tu vois. Si tu veux, parce que... Si allez hop, tout le pétrole chez moi. Oui, et c'est aussi l'un des contre-coups de la destinée manifeste, c'est que quand tu as été choisi par Dieu, il n'y a pas de raison de laisser de pétrole aux caribous, tu vois. Donc, quand bien même ils sont autochtones, tu vois. Ça relativise la question d'autochtonie quand Dieu t'a promis la terre. Exactement. Tu vois, mais et ce qui équilibre cette géopolitique, en tout cas telle que je la vois, voir si nous convergeons là-dessus, c'est que Trump a toute confiance dans le fait que les laquais, temporairement, auront encore les moyens de payer. Ça, c'est le rôle de l'accord avec les Européens. C'est-à-dire, vous allez refinancer une partie de ma dette, vous allez acheter. Vous allez acheter chez moi, et vous allez intérioriser le rapport de force tant que je suis là. Ça durera ce que dureront les caisses européennes, tu vois. Donc, si tu veux, c'est pas un plan d'avenir. Mais je pense que la seule utilité des Européens de l'Ouest, je mets la Grande-Bretagne à part pour des raisons stratégiques, mais la seule utilité des Européens de l'Ouest, en tout cas dans l'agenda de Donald Trump, c'est de raquer. Oui, de payer. Ouais, c'est ça, on a payé 100 milliards de dollars, enfin, on est censé payer 100 milliards de dollars d'armes américaines destinées à l'Ukraine. Oui, on est une tirelire, en fait, hein, c'est ça. Et on demande aucune contrepartie, ça c'est magnifique. C'est magnifique, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois une négociation où tu donnes quelque chose sans demander quelque chose en retour, même pas une petite miette, tu vois ce que je veux dire. C'est dingue. On va dépenser 100 milliards. Et je te rappelle qu'il y a le plan aussi ReArm Europe qui a été voté par la Commission européenne, 800 milliards à déployer par tous les pays européens pour se défendre. Donc la France doit monter à je ne sais plus combien de pourcents de son PIB, 5% je crois, non, en défense. Théoriquement, l'objectif c'est 5. Quelque chose comme ça. Et ça me fait doucement rire parce que je me dis, mais attends, on n'arrive même pas à boucler la fin du mois. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur un budget ici en France. On a un trou de 40-45 milliards sur les retraites. On est en train de pinailler et on est censé dépenser 5% dans des armes. Enfin, tu sais ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, je pense que l'Europe est un débouché pour des produits américains, déjà pour de l'énergie américaine. Tu sais que le gaz de schiste et le pétrole de schiste américain, qui est, soit dit en passant, beaucoup plus polluant que tout ce qui existe ici, parce que chez nous, on nous fait chialer pour construire des éoliennes qui tuent tous les oiseaux et toute la faune locale, mais derrière, on va acheter le pétrole de schiste américain qui est extrêmement dégueulasse pour les nappes phréatiques, hein, parce qu'il n'y a rien de plus toxique, tu vois. Donc cette espèce de double discours qui en fait, que je ne comprends pas, tu sais, c'est le discours fais pipi sous la douche, voilà, chie 3 fois dans les chiottes avant de tirer la chasse, mais derrière j'achète du gaz de schiste américain ou du pétrole de schiste américain qui explose les nappes phréatiques. Et ben, c'est un petit peu ça le paradoxe européen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est réduit à la situation d'un simple valet qui exécutant les ordres d'un grand maître. Et voilà, c'est tout. Et puis on a le droit de fermer notre gueule, en fait, tu vois. Et de pouvoir la ramener sur la gueule d'autrui. Même pas, parce que regarde, t'as voulu la ramener sur le dossier ukrainien. Tu t'es dit, bon, on a financé la guerre en Ukraine, on va peut-être récupérer des terres là-bas, enfin, on va essayer de mettre en place des accords. C'est ce que l'Allemagne a pensé depuis... C'est ce que l'Allemagne avait envie de faire. 14 au moins. Et qu'est-ce qu'est venu faire Donald Trump? Ah non, écoutez, les négociations, c'est entre les grands, d'accord? C'est Poutine, moi, éventuellement le nain, Zelensky, mais voilà, c'est nous trois. Adult in the room. Voilà, juste les adultes. Vous ferez les vigiles vous serez nos vigiles, tu vois, en Europe de l'Est. C'est-à-dire que nous, Américains, on va essayer de faire des deals, on va récupérer des terres, etc. On va récupérer les 100-200 milliards qu'on vous a donnés en aide à l'Ukraine. Et vous, les Européens, vous allez envoyer des soldats de chez vous, et vous allez payer nos armes, et vous allez faire les vigiles à la frontière. C'est quand même incroyable quand tu réfléchis à la situation dans laquelle on se trouve. Ils ont de l'aplomb, les négociateurs américains. Non mais c'est quand même fou quand tu réfléchis. C'est-à-dire que nous, on a donné le plus d'argent, on s'est le plus impliqué dans cette guerre, tu sais, Ukraine-Russie, puis au final, on va finir vigile en Europe de l'Est. On va envoyer des soldats français avec des armes américaines, garder la frontière, et on aura 0 pour ça. C'est quand même fou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que la situation dans laquelle on se trouve est complètement folle.
Et on n'a plus les moyens de financer ça, en fait. On n'a jamais eu les moyens de financer cette guerre, on l'a perdue et... Elle est perdue depuis le début. Ouais. Elle est perdue depuis le début, on s'est mis du mauvais côté de l'histoire, et maintenant, si en plus on doit aller sacrifier des jeunes de chez nous, franchement, moi je trouve que c'est absolument abusé, parce que dépenser 100 milliards à l'échelle européenne pour des armes, c'est une chose, aller perdre le peu de ressources humaines qu'on a, c'est-à-dire... T'es quand même au courant qu'on a une crise démographique absolument énorme en France. On n'a pas assez de jeunes qui font des enfants. Alors si en plus il faut envoyer nos jeunes aller se faire potentiellement buter en Europe de l'Est, qu'est-ce qu'il va rester en France, quoi, tu vois? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il va rester du pays? Caisse vide, plus de jeunes, plus de forces vives, bah, plus rien en fait. Donc non, il faut absolument refuser tout ça, quoi. Et puis, et si tu veux, c'est là où tu vois l'état de... Tu vois, je pense que c'est quelque chose qui nous oppose à la totalité du monde. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas ce que toi tu vois à partir des contacts que tu as à l'étranger, mais il y a un aspect de plus en plus asile à ciel ouvert que les Européens je ne sais pas si les autres s'en rendent compte, mais je pense qu'ils vont finir par s'en rendre compte. Parce que, si tu veux, tu vois, évidemment, ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ont leurs propres affaires, et puis eux, ils ont de vraies affaires, mais tu vois, quand les historiens diront que les Européens ont voulu utiliser le sang de la jeunesse ukrainienne comme mortier pour faire l'Europe fédérale par la guerre, je vais dire, tout le monde regardera ces pompes. Or, malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver. Tu vois, c'est ce qui est en train... Et on a un Macron qui essaie déjà de se positionner, quand tu réfléchis, hein, de façon stratégique dans tous les meetings, dans tous les rassemblements où il y a des leaders européens. Tu le vois d'ailleurs quand ils sont allés, tu sais, à la Maison-Blanche. Notre cher Macronimus, quand tout le monde faisait la photo de classe, qui regardait les journalistes comme ça, la main dans la poche, comme James Bond, tu vois, avec un air un peu à la OSS 117. Tu vois, il essaye déjà de chez la mère Arthur. Il essaye déjà de se positionner comme le futur leader européen et il est en guerre ouverte avec Ursula von der Leyen, tu vois. Donc non, je suis d'accord avec toi. Pour répondre à ta question, des contacts que j'ai assez rapidement, globalement, quand tu discutes avec des gens qui viennent de pays d'Afrique de l'Ouest, la décadence entre guillemets occidentale, ils l'ont acté, c'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe en France, parce que je pense qu'ils ont de la famille, et les gens savent que le délire wokiste, écologiste, enfin tout ce qui n'a aucun sens, parce que ok, vous faites pipi dans la douche ici, et puis, je sais pas, vous faites 2-3 trucs écolos, entre guillemets. Mais bon, quand tu vas en Chine, en Afrique, en Asie, enfin, tu vois, les gens utilisent la climatisation à fond, roulent en 4x4 et on n'a rien à foutre, en fait. Donc, le vrai monde, entre guillemets, sur 7 milliards d'êtres humains, tu vois, 60 millions, c'est même pas 1%. Ton impact est négligeable, tu vois, à la limite, c'est pour te donner une espèce de supériorité morale, tu vois, je ne suis pas comme ces animaux qui mettent la climatisation, moi je pisse sous la douche, je vous suis supérieur moralement, mais à part ça, en fait, à quoi ça sert concrètement? À rien, en fait, tu vois. Et donc ça, quand tu parles avec des gens d'Afrique de l'Ouest, effectivement, ils ont compris ce truc-là. C'est un peu différent. Moi, quand je parle avec des gens d'Asie, ou quand je suis allé en Asie, et puis d'ailleurs je vais y retourner, et on en parlait avant de faire cette vidéo, ils ont encore l'image, notamment en Inde par exemple, mais je sais que c'est pareil pour mes amis en Chine, ils ont encore l'image de la France élégante, et derrière la caméra nous le disait juste avant, hein, c'est l'héritage du Second Empire, d'une France élégante, cultivée, où ils imaginent que voilà, tu bois un verre de pinot noir tous les midis en te vouvoyant et en étant plein de manières avec tes semblables, mais ils ne se rendent pas compte que par exemple aujourd'hui Paris, le phare de l'humanité, tu vois, la capitale de l'universalisme au mondial, est envahie de crackheads et de mecs qui se piquent dans la rue, et voilà, de gens qui se battent dans la rue comme des clochards, quoi, tu vois. Donc ça, en Asie, l'arnaque marche encore. Tu vois, l'arnaque de les Occidentaux sont raffinés, sont cultivés, etc. Ça marche encore. Ils pensent que tout le pays est comme ça, et donc c'est d'ailleurs pour ça que tu as beaucoup d'Asiatiques qui veulent faire des vacances en Europe pour vivre la European Life. Et j'en parlais hier avec un ami. Il y a une nouvelle tendance là qui émerge en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est des comptes de gens qui sont en Asie, donc ça peut être chinois, vietnamien, coréen, même indien, qui font des vidéos en mode je suis en Europe et voici la réalité. Et c'est-à-dire qu'ils filment, ou je sais pas, je dis une bêtise, eux ils font comme, tu vois, en Inde tu peux faire ça, tu as fait ton shopping, tu te balades dans la rue, il va pas se passer grand-chose, tu vois. Parce que même si c'est un pays aux fortes disparités, tu as des riches, tu as des pauvres, aujourd'hui tu as une grosse classe moyenne, ça c'est
Et c'est pas, voilà, on va pas te voler dans la rue, c'est très mal vu, tu vois. Ou même, tu te ferais défoncer en place publique, tu vois. Tout le monde se réunirait sur le voleur et le défoncerait. Et ils filment, en fait, en mode, ils vont faire un shopping, tu sais, aux Champs-Élysées ou autre. Ils sont dans le taxi, la voiture se fait péter, ils se font choper le sac à main et ils montrent, et ça fait des vues, tu vois. Je comprends l'économie derrière, c'est-à-dire que ils vont en Europe et ils filment ce qui se passe mal, ça leur permet de faire des vues, tout comme, tu sais, il y a des comptes en Europe qui vont en Inde, par exemple, et qui filment tu sais, les plus pauvres et qui disent, regardez, l'Inde, c'est que des pauvres, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le soft power, en fait, de l'Europe, l'élégance, parce que l'Europe n'a pas vraiment d'industrie, à part l'Allemagne qui en avait, qui en a plus, c'était plutôt un art de vivre que tu vendais, c'était l'imaginaire du luxe, le vin de bonne qualité en France, en Italie, voilà. Ça commence à être attaqué, parce qu'en fait, les gens se rendent compte que, au final, cette France-là n'existe plus, ces Français-là, ils sont morts, en fait, tu vois, les Français élégants, etc., c'était peut-être les grands-parents, les gens qui avaient 80-90 ans, qui aujourd'hui ne sont plus. Donc les jeunes aujourd'hui en France sont des jeunes comme partout en fait. C'est des jeunes mondialisés, surnourris aux algorithmes des réseaux sociaux. Et puis au final, un jeune français, c'est quasiment la même chose qu'un jeune américain, qu'un jeune mec en Inde. En fait, ils ont la même culture, ils regardent les mêmes choses. En fait, tu as accès au même contenu sur Internet. Ils regardent les mêmes stars de télé-réalité, ils regardent les mêmes équipes de foot. Hein, tu vois, que tu ailles en Chine ou autre machin, ils connaissent tous le Real Madrid. C'est la même chose. En fait, quand tu vois les jeunes dans le monde maintenant, en tout cas d'une certaine, c'est quasiment la même chose. Donc, les masques tombent, tu vois. Les masques tombent et on n'a plus ce... Et je pense que ce complexe d'infériorité qu'ont les Asiatiques vis-à-vis des Européens, ils l'ont encore là, ils vont peut-être l'avoir 10 ans. Mais quand notre génération à nous, qui avons 30 ans, on va avoir 40 ans, 45 ans, qu'on sera dominant dans le monde, entre guillemets, en termes de démographique, la génération d'au-dessus de nous aura sauté. Parce que c'est la génération d'au-dessus de nous qui a encore ce complexe de, je sais pas, je dis une bêtise, le français est super raffiné, et puis toi, t'es un paysan. Ça, c'était, oui, peut-être les anciens, mais maintenant, toi, au final, t'as travaillé, t'as fait tes études, t'es pas plus con qu'un Français de base, tu vois. Et ça, ils l'ont de moins en moins. Donc moi, c'est ce que je dis à mon pote hier, je dis, l'arnaque va tenir encore 10-15 ans, mais ils vont se rendre compte, en fait. Et je lui disais, en fait, parce que lui, il est français, etc., de souche, et je lui dis, mais en fait, moi, si j'étais toi, mais j'utiliserais cet avantage à maximum, j'irais en Asie, j'aurais des putains parce qu'il travaille, tu vois, il a fait Sciences Po, etc., donc il a un sacré bagage, et j'irais en Asie, j'irais trouver un bon poste dans une grosse entreprise, il te paierait plus cher parce que juste t'es blanc, en fait, et je jouerais à fond la carte du luxe français, machin, parce que ça marche pour l'instant, et je lui dis, ça durera pas éternellement, dans 10-15 ans, ça sera peut-être foutu, va maximiser, et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de Français surdiplômés aujourd'hui, hein. Tu sais, les meilleurs aujourd'hui restent pas en France, ils s'exportent, notamment en Asie, aux États-Unis. Et ça va marcher, mais ça marche qu'un certain temps, et ça, eux, ils l'ont compris. Donc les Français aujourd'hui qui s'exportent là-bas vivent une belle vie, ça va durer le temps qu'il faut, et tant mieux pour eux. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas, hein, si j'étais Français de souche, j'aurais pas perdu mon temps, tu vois, je serais directement allé là où on me valorise à fond. Mais malheureusement, ça va pas durer éternellement, ça on le sait, parce que là-bas sur place, ils se rendent compte. Je sais pas si, parce que tu connais bien l'Asie, j'ai un ami là qui est là-bas qui m'a. Alors, franchement, faut pas le prendre mal, hein, mais c'est un truc que j'ai découvert, moi je le connaissais pas. Ils ont créé des jobs dans les entreprises chinoises qui s'appellent des jobs de white monkey. Tu savais ça? Enfin, c'est un peu fou. Hein. C'est en gros, c'est quoi? C'est que ça fait beau en fait d'avoir dans le board un blanc. Donc en fait, tu as des grosses entreprises chinoises ultra friquées qui, pour lever de l'argent auprès d'investisseurs, avoir une bonne image, ils prennent un mec blanc, ils le payent un peu pour faire de la représentation, venir au salon, être sur le site web, etc. Et le mec, il est payé en fait pour être une belle gueule. Mais ça déchire, enfin, tu vois, c'est un bon job. C'est super, t'es là, juste pour être ce que t'es, on te paye. Mais ils appellent ça white monkey, c'est quand même condescendant. Je me dis, putain, les mecs, quand même, ils en ont rien à branler, les Chinois, tu vois. Enfin, vraiment, ils en ont rien à branler, quoi. Mais ils te prennent comme un chien, quoi. Et je me suis dit, bon, ils te prennent comme un chien, mais bon, derrière, t'es bien payé, bon, c'est l'un dans l'autre. Si tu veux, quand tu es en Asie, alors attention, Asie, ce qu'on appelait dans le temps l'Asie jaune, hein, c'est-à-dire principalement en plus l'Asie du Nord, donc Corée, Chine du Nord, Japon, l'utilisation de l'image des Blancs dans la publicité est quelque chose, un argument de vente, d'où par exemple certaines modes qui peuvent d'ailleurs être dangereuses comme la débridation des yeux. Ça descend jusqu'au Vietnam. C'est moins présent dans la partie, disons... Indonésie alors c'est moins présent en Indonésie, mais dans la partie océanienne, et c'est moins présent dans la partie Cambodge, Laos, Vietnam, où oui, il y a l'image du blanc, mais si tu veux, tu n'as pas
tu n'as pas non plus une envie même de leur ressembler physiquement. Ce qui est Je crois, si je dis pas de bêtises, que culturellement, le Vietnam n'a pas été envahi, c'est pour ça, non? Peut-être qu'ils n'ont pas... Aussi, mais les Vietnamiens ont souvent des réflexes qui sont pas les mêmes, mais parallèles que les Chinois. Parce que, si tu veux, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos, la Birmanie, sont un continuum. Tu le vois dans leurs arts martiaux, tu le vois dans les temples, tu le vois... alors, pas totalement dans la cuisine, parce que tout le monde dérive de la cuisine chinoise. Mais alors que le Vietnam est beaucoup plus proche, ça se voit dans ses arts de combat, ça se voit également dans sa mentalité industrieuse et guerrière, du Japon, de la Corée, de la Chine. Tu vois, mais tu as cette image-là, et moi, si tu veux, j'ignorais que ça s'appelait White Monkey, je suis pas du tout surpris. Alors, pas du tout. Moi, en fait, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, putain, ils en ont rien à foutre, quoi. En fait, la première pensée que je me suis dit, je me suis dit, ah ouais, mais ils en ont rien à branler. C'est-à-dire que ils assument complètement leur truc de faire ce qu'ils appellent du PR, du personal relation, enfin, tu vois, en gros, de la relation presse. Voilà, pour avoir une société cotée qui soit guindée en fait en Chine. C'est un peuple commerçant depuis 5 millénaires, c'est bien. C'est des commerçants, ils en ont rien à foutre. Et ça m'a fait rire, je me suis dit, mais c'est du pragmatisme niveau plus. Et je me dis, mais c'est très bien. Enfin, en fait, c'est ce qu'on aurait dû faire nous, c'est être aussi pragmatique qu'eux, c'est-à-dire pas mettre trop d'idéologie, pas mettre trop de fierté, et puis c'est parti. Mais c'était juste pour illustrer mon point et te dire que oui, pour moi, si aujourd'hui il y a des jeunes Français qui nous regardent et qui ont des compétences à revendre, peut-être qu'ils seront mieux payés en Asie parce qu'ils jouissent d'une image qui est plutôt bonne et aller, entre guillemets, vivre votre vie et développer votre famille, votre patrimoine, votre capital correctement, là où en tout cas on vous considère. Parce que ici, au final, quand tu es blanc, t'es un blanc parmi tant d'autres, quoi, on s'en fout. Bon, si t'es blanc en Asie, tu auras peut-être plus de chances de gagner bien ta vie, d'avoir accès à des choses que les autres n'ont pas. Et il faut être intelligent, quoi, tu vois, il faut aller là où t'es valorisé. Donc c'est vrai que... Mais bon, je pense que cette arnaque, elle va pas durer trop longtemps. Hein. Le problème, c'est que les jeunes, maintenant, se rendent compte... sont de moins en moins... Enfin, ils commencent à être fiers d'être chinois, ils commencent à être fiers d'être... Tu vois ce que je veux dire? Ils se rendent compte de leurs accomplissements, c'est logique. Donc ça va pas durer éternellement, c'est pour ça qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour ceux qui veulent faire ça, qui, je pense, est existante, mais qui est relativement courte, quoi, peut-être 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais bon, le jour où tu as la Chine, première puissance mondiale, comment tu veux qu'ils aient un complexe d'infériorité, puisque techniquement, ils sont supérieurs à tout le monde, tu vois. Là, ça changera, hein, donc... Mais la question... Et donc les gens, peut-être que, comme tu disais en début de cet entretien, peut-être qu'après les gens voudront se brider les yeux parce que ça sera la nouvelle mode, le nouveau symbole de supériorité dans le monde de demain, tu vois. Je veux dire, mais alors 8 contre 1, à la minute où le marché est ouvert, tu as les 2/3 de l'élite française que tu vas pas les reconnaître. Alors certes, esthétiquement, ça va faire un choc. Mais 8 contre 1. 8 contre 1, tu vois. Dans un taxi pour Tobruk, rappelle-toi, il l'annonçait. Ouais. Hein, si les Grecs, parlons d'autre chose. Tu vois, mais justement, tu parles très, très justement du fait que la Chine, l'Inde, l'Indonésie également, l'échelle des puissances économiques particulièrement est en train de totalement s'inverser. Or, les Américains, et ça se voit dans leur frénésie, s'en rendent compte. Les Européens, zéro. Zéro ou pas grand-chose. Les Européens arrivent en donnant des leçons. La question, c'est... on n'a pas d'autre rapport à l'autre. Tu vois, moi, on en parlait en dehors, moi, j'ai combattu toutes les théories de la repentance. Parce que j'estime qu'elles n'ont fait de bien à personne. Moi, j'ai colonisé personne. J'ai esclavagisé personne. Quand en plus tu fais de l'histoire comparée, tu te rends compte que souvent la colonisation des proches fait plus de mal que celle des lointains, que l'esclavage des proches fait parfois plus de mal, tu vois, et qu'à un moment ça devient une rente. L'Asie n'a pas utilisé ça comme une rente. Elle a utilisé ça comme un moteur de « c'est arrivé une fois, oui. Ça n'arrivera pas ouais. ». Et on avait eu cette discussion, c'est ce que je te disais, je passais sur la chaîne de personnes avec qui on a eu un débat qui était très intéressant sur justement, on a discuté de l'esclavage, c'était des gens de la communauté d'Afro, qui sont cool, que je salue, et c'était un des points de désaccord qu'on avait eu, c'était en gros l'esclavage, enfin comment traiter l'esclavage. Et effectivement, il y a une façon de traiter l'esclavage qui est, c'était horrible, on nous a volé notre vie, et ma vie c'est de la merde parce que il y a eu de l'esclavage dans ma famille, très bien.
Et il y a l'autre façon de le voir qui est, j'ai été colonisé, ou je sais pas, ma famille a été en esclavage ou colonisée, mais derrière j'ai travaillé pour me dire, déjà plus jamais, et deux, je prends ma revanche en canalisant ma rage non pas sur des revendications de tu me donnes, je sais une bêtise, des aides financières, etc. parce que il s'est passé ça dans le passé, mais tu travailles en te disant j'étais nul hier, parce qu'en soi si je me suis fait coloniser, c'est que j'étais pas suffisamment fort. À un moment donné, faut coloniser quand on est colonisable. Quand on est colonisable, donc c'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Maintenant c'est fini, tu vois. Je vais devenir plus fort, on va dire militairement, plus fort culturellement, plus fort technologiquement, et puis je monte en gamme, tu vois, parce que c'est comme dans tout jeu de société, quand tu te fais attaquer, je dis une bêtise au risque, c'est que ta frontière, elle est mal défendue ou que t'es trop faible, tu vois. Et quand t'as tous tes soldats sur une frontière, personne ne va t'attaquer. Donc voilà, il faut canaliser en fait sa rage d'une façon productive. Et la façon productive, c'est via le travail, les études. Voilà, c'est pas via les revendications, c'est pas via la pleurniche, comme on le disait, parce que ça n'apporte rien, la pleurniche. Au final, tu pleures, mais t'es toujours au même endroit à la fin de l'année, tu vois. Enfin, alors que quand tu travailles, t'as canalisé ta rage, t'as construit quelque chose, tu vois. Donc, c'est ça où, en fait, nous, c'est le grand problème de la France, c'est que on est rentré dans une phase, et comme tu le disais juste avant, je pense que tu rebondiras dessus, on est rentré dans une phase où pleurer, on aime bien ça en France, tu vois. Victor Hugo, Les Misérables, tu vois, on adore les histoires dramatiques, on adore le pauvre, il avait tout pour réussir, mais on lui a fait du mal, et puis le grand méchant loup. Ah ça, si tu veux, c'est le problème des Français. Dès que t'arrives, tu dis t'as beaucoup souffert, le Français sort son chéquier, donc c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, non mais c'est ça. Tu vois, on a souffert, je sors le chéquier, la carte bleue, le TPE, donc et donc en fait c'est ça en fait, c'est culturellement, je pense que je te laisserai rebondir là-dessus. Culturellement en France, on a en fait favorisé cette culture de la pleurniche, il faut le dire, tu vois, et puis c'est parce que ça nous fait du bien, je sais pas, il y a un truc qui marche bien dans l'imaginaire français, c'est bien de pleurer le pauvre, de pleurer le pauvre faible et de taper sur le méchant fort, voilà, c'est un truc, alors qu'il y a d'autres cultures où ils vénèrent le fort et ils méprisent le faible, c'est culturellement, c'est comme ça. Tu vois, parce que nous, et je pense, il y a un fait qui est à notre honneur, qui est notre imaginaire de justice. Le problème, c'est que là, on n'est plus dans l'imaginaire de justice. On est, si tu veux, c'est ce que moi j'appelais la logique SS, hein, sensible et solvable. C'est le... Non mais, si tu veux, excuse-moi, parmi les deux plus grands colonisateurs au monde, il y a les Mongols et les Turcs. Les Mongols, ils sont sensibles. Il faut voir leur musique actuelle, d'ailleurs, qui est d'ailleurs assez belle. Ils sont sensibles, ils ne sont pas solvables. Résultat, leurs anciens obligés ne viennent pas leur demander le fric qu'ils n'ont pas. Bon, très bien. Les Turcs qui sont solvables, ils ne sont pas sensibles. Donc, tu peux toujours aller mendier, auprès d'Erdogan en disant ouais, t'as pas été... Les janissaires, c'est pas cool. Je veux dire, moi, j'ai vécu à côté de la communauté turque à Strasbourg. Je ne connais pas... J'ai été témoin d'incidents de rue où le Turkmène, vendeur à l'étalage, faisait remarquer aux Maghrébins passants, n'oublie pas que j'ai quand même vendu tes grands-parents, donc... Hein, non mais, je veux dire, je l'ai pas vu une fois, je l'ai pas vu 2 fois, je l'ai vu 10 fois, 15 fois, et je fais, ah oui, quand même. Là, il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Il n'y a pas d'entre-deux, ouais. Non, il n'y a pas eu de nuance. On est passé de 0 à 100. Tu sais, faire remarquer ça très, très délicatement. Sur un truc à la con, il y a un loukoum qui manque dans mon sac, quoi. Et le mec, il est ressenti ça. Le mec, écoute, tu vas pas m'emmerder avec des comptes d'apothicaire. Hein. Je rappelle quand même que j'ai vendu ta famille, donc les comptes, je sais les tenir. Et moi, tu vois, toi, t'es le frocaoui qui vient chercher son pack d'eau. Et tu te dis, bon, le dialogue interculturel se passe bien sans moi. Mais alors que les Français, dès que tu as une larme à l'œil, et le pire, c'est que je pense en plus que c'est fait de manière vraiment avec bon cœur. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que le meilleur moyen d'aider les pays qui ont un problème à gérer leur souffrance historique, parce que cette souffrance a été permise quand elle a été facilitée par un pays étranger, parce que des élites locales ont collaboré à un moment ou à un autre, tu vois, je pense que c'est fait avec bon cœur, mais on ne se rend pas compte que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de dire stop. Nous, notre sens de la responsabilité, il est personnel. Donc maintenant que tout le monde est mort, c'est-à-dire les victimes sont mortes,
les bourreaux ou réputés tels sont morts. Maintenant, un partout, balle au centre, alors que on est en train d'adopter un sens de la responsabilité qui est transmissible et collectif. Les tiens m'auraient fait quelque chose, donc à boule le pognon. Or, non mais... Oui, mais c'est une rente infinie du coup, parce que si tu es responsable des actes de tes aïeux, bah, si tu remontes dans la lignée de n'importe qui, effectivement, ça s'arrête jamais. Donc, c'est une rente. Maintenant, la question, c'est où est-ce que ça nous mène, en fait? Est-ce que donner de l'argent en repentance, ça va vraiment, en fait, faire d'un groupe d'individus, on va dire, meurtris par le passé, numéro 1 ou pas, en fait? Et moi, je pense pas, en fait, tu vois. Non. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. Tu donnes de l'argent, mais en fait, c'est pas l'argent qui va t'élever culturellement ou même techniquement, en fait, hein, donc qui va te donner des compétences pour construire une fusée. Donc, je peux te donner 500 millions de dollars, mais si tu sais pas les dépenser, ils reviendront dans ma poche, en fait. Donc, le vrai combat passé, mais en fait, le vrai combat est quand même plutôt cool. En fait, c'est donner accès à de l'éducation gratuitement, mais la France l'a déjà fait, en fait. À partir du moment où tu es français, tu peux aller à l'école gratuitement. Si tu vas à l'école gratuitement et que tu fais bien ton boulot, que tu vas en cours, que tu fermes ta gueule et que tu apprends, techniquement, après, bah, tu as toutes les compétences pour défoncer tout le monde dans le monde, en fait, tu vois. Mais c'était là que le combat aurait dû se faire, et en fait, je pense que c'est là où les gens n'ont pas su maximiser les cartes qu'ils avaient en main. Ils sont nés en France, sécurité sociale, donc ça veut dire que, en gros, bah, tu peux pas mourir dans la rue, tu vas aux urgences, t'es soigné gratuitement, école gratuite. À partir de là, en fait, t'as tout, tu vois. Quand t'as la santé plus le cerveau, bah, tu peux tout accomplir dans la vie, tu vois, c'est vrai, en fait, tu vois. Et ça, les gens, en fait, je pense qu'ils se sont pas rendus compte de ça, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui sont chez nous et qui, malheureusement, sont tombés dans le truc du je dis une bêtise, j'ai pas les mêmes chances que Jean-Charles parce que je m'appelle, je dis une bêtise, allez, je vais prendre un Raja, tu vois, je vais faire comme si c'est les Indiens qui se payaient, pourquoi pas. Bah, ça, pour moi... Toujours les mêmes qu'héros, ils prennent d'accord. Ouais, très bien. Il n'y a pas de souci, mais moi, quand j'entends ce discours-là, je me dis, mais en fait, assez logiquement, réfléchissons, si tu étais né dans ton pays d'origine, alors soit tu es né dans une famille riche, ce qui peut être le cas, tu vois, moi par exemple, nous c'est plutôt ok, donc j'aurais une belle vie que ce soit en Inde ou en France, mais imaginons, pour la plupart du temps, tu serais né dans une famille modeste, normale. Donc, dans ton pays d'origine, en général, l'école n'est ni gratuite et les soins ne le sont pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu n'aurais pas été à l'école, tu aurais travaillé à partir de tes 10 ans pour aider les parents à faire la bouffe. Et puis, à force de travailler à 10 ans, à 15, 20 ans, tu aurais eu des maladies, tu vois, tu aurais eu mal au dos, peut-être que tu travailles dans une mine de charbon, tu aurais eu des problèmes de poumons, tu n'aurais pas eu la thune pour te soigner, tu serais mort à 25 ans. C'est ça la vérité, en fait, tu vois. Donc, quand tu regardes ta vie sous ce prisme-là et tu te dis, bon, bah ça, c'était une des possibilités de l'univers, et en fait, moi, je me retrouve loto. Tu vois, moi, c'est ce que je dis, c'est on a gagné au loto quand tu nais en France, en réalité. Tu nais dans un pays où, en fait, tu as l'école gratuite, t'as les soins gratuits et puis t'as une certaine sécurité alimentaire parce que bon, je vois personne crever de faim dans la rue. Si t'as faim, tu peux toujours te démerder. Tu vois, t'as le secours populaire, t'as plein de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que t'as déjà gagné au loto quand t'es ici. Il y a pas besoin d'aller pleurer. Il y a 300 ans, il s'est passé ci ça. En fait, c'est bon, la réparation est là. Tu vois, c'est-à-dire que t'as tout ce qu'il faut, t'as tous les outils, t'as les outils et les matériaux pour construire ta fusée. Bah voilà, tu prends le marteau, puis tu commences à taper, et puis tu construis ta fusée, puis ensuite tu t'envoles, tu vois, tu crées quelque chose de grand de ta vie, tu crées un héritage qui peut-être transcendra les générations ou pas, si c'est ta volonté, mais tu essaies de faire quelque chose de bien, de laisser une trace, et tu as les outils à ta disposition, les outils plus les matériaux. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un paradigme en pensant que c'est l'enfer. Alors effectivement, aujourd'hui, la situation se dégrade en France, ça on est 100% d'accord, mais quand nous... C'est la situation. Mais quand nous, on est nés, c'est-à-dire les gens aujourd'hui qui revendiquent le plus, qui ont 30 ans, qui disent que leur vie c'est de la merde, etc., c'est faux. C'est-à-dire que quand nous, on était jeunes, on avait une éducation de qualité à l'école. Enfin, bon, en tout cas, je trouve que j'ai eu de très bons professeurs, tu vois, alors pas tous, hein, il y en a certains qui étaient peut-être mauvais, mais c'était vraiment d'un niveau exceptionnel. Aujourd'hui, malheureusement, l'éducation nationale n'arrive plus à recruter de profs. Donc en fait, t'as le dernier des clochards qui peut être prof, donc forcément les élèves, ils ont des profs qui sont nuls, bah, ils apprennent pas. Le programme, on le nivelle par le bas parce qu'en fait tout le monde est de moins en moins compétent et t'es sur une pente descendante. Mais notre génération à nous, celle qui revendique le plus, je suis désolé, c'est une génération d'enfants gâtés parce qu'on aurait pu
avoir une vie beaucoup plus merdique, il faut le dire, hein, si on n'était pas né en France, si on était né, je dis une bêtise, au Cambodge, en Inde ou que sais-je, en Afrique, parce qu'on n'aurait eu ni école gratuite, ni soins gratuits. Si on n'a pas ça, bah déjà, la vie est compliquée. C'est-à-dire qu'il faut travailler, s'éreinter le corps, on cultive pas l'esprit, donc on cultive pas non plus tout notre côté spirituel, on développe pas notre potentiel intellectuel, donc au final, bah, tu vis une vie à moitié, en fait, tu vois, tu vis une vie réduite parce que t'as pas eu les outils et les matériaux. Et la France a donné les outils et les matériaux à notre génération. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait de revendiquer autant, tu vois, de rente, du style je veux être député parce que, je dis une bêtise, je suis palestinienne, donc je mérite d'être eurodéputé, tu vois. C'est une rente, tu vois, je crée une rente sur quelque chose. D'ailleurs, tu crées bien des personnages fictifs. non, mais je crée des personnages fictifs, effectivement, parce que ces personnages-là n'existent pas, mes très chers amis auditeurs. Mais tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens, tu vois. Il y a des gens qui revendiquent des choses qui ne sont même pas passées, dont la France n'est absolument pas coupable, et qui créent des rentes et des situations. Et ça, en fait, moi, ça me fatigue, tu vois, en France. Je te le dis honnêtement, c'est une des raisons qui font que je vais quitter la France en 2026, tu vois, je pars. C'est que je supporte plus ça, en fait, tu vois. C'est la culture de la pleurniche, c'est la culture de la rente sur la pleurniche, d'accord, la culture un peu à la Victor Hugo, Les Misérables. Je crée une histoire avec des malheureux, ok, c'est malheureux, donc il y a tout le monde qui adhère à cette histoire parce que c'est émouvant et puis on a ça dans la culture, et je crée une rente par-dessus. Votez pour moi, je défends les malheureux contre les méchants oppresseurs. Tu vois, mais ça peut être le blanc, ça peut être le capitaliste, ça peut être le libéral, ça peut être l'homme patriarche blanc, je sais plus comment on l'appelle, là, le cisgenre, machin truc. Ça peut être, moi je suis wokiste, l'anti-woke, le traditionnel. Et c'est tout le temps comme ça, en fait, tu vois, dans cette société. Je cultive un terreau de pleurnichards, je m'érige en héros qui sauve les pleurnichards, parce que je sais que les gens, c'est plus facile de pleurnicher que de se battre, hein, c'est comme ça. Et je vais créer ma rente ensuite, que ce soit politique, que ce soit culturel, hein, je suis un acteur engagé, voilà, et puis du coup tout le monde va venir me regarder, et c'est ça. Et il y avait un mec qui disait les États-Unis aiment les gagnants, n'aiment pas les perdants, c'est pour ça qu'ils aiment les success stories où le mec il a raté 10 fois mais il réussit la 11e fois. Et moi je pense profondément que la France déteste les gagnants et limite encense le perdant. Pourquoi? Parce que le perdant, c'est putain, il a pas réussi parce que les salauds, ils lui ont mis des bâtons dans les roues, ces pauvres enculés de riches ou de blancs, ce que tu veux. Alors que celui qui a réussi, putain, il a dû tricher, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aux États-Unis, on aurait dit, putain, mec, il a tout raté comme une merde, mais regarde, il s'est relevé 40 fois, et la 40e fois, il a réussi, vive l'Amérique, quoi, tu vois. Et cette différence culturelle, elle se transmet de génération en génération, et malheureusement, comme une mauvaise herbe, et ben en fait, les gens qui avaient cet amour pour la victoire, la gagne, quittent la France, d'accord, et vont dans des pays où ils retrouvent leurs semblables. Et en France, on cultive ce terreau de je pleure tout le temps, tu vois, continuellement, comme si la vie était dure, alors qu'en fait, putain, c'est un paradis quand tu réfléchis, tu vois. Je veux dire, en termes d'infrastructure, de qualité d'enseignement, bon, même si ça va là, culturellement, ça reste encore, on ne sait pas combien de temps, mais ça reste une des capitales du monde culturel. T'as tout ce qu'il faut pour être numéro 1 et on cultive tu vois, la culture de la pleurniche, de l'échec. Donc je comprends pas en fait, tu vois. Et je te laisserai rebondir là-dessus, mais je pense que c'est ça le paradoxe français et le grand drame français, c'est la France n'aime pas. La France aime pleurer en fait, tout simplement. Voilà. Je pense que la France aime se plaindre, aime pleurer. Et ça empêche la France d'avancer vers le monde de demain. Ça n'a pas toujours été, hein, parce que, si tu veux, c'est quelque chose même qui est relativement récent. Parce que quand tu le vois en termes d'histoire des représentations, si tu veux, c'est que la France, pendant très longtemps, s'est identifiée à la mémoire de ses héros. À partir des années 80, comme il fallait démoraliser les Français, c'est une partie de la gauche qui allait le faire, parce qu'elle devait éponger ses propres trahisons. Elle dit, mais attendez, on vous a peut-être trahi, mais vous êtes un peu d'enculés quand même. Donc on est allé chercher les écrits qui valaient bien, souvent d'historiens étrangers, avec d'ailleurs une maîtrise de notre culture qui était un peu particulière. Tu vois, quand je vois Paxton, quand je vois Stirnel, c'est-à-dire des trucs qui n'ont circulé qu'en milieu élitaire, Sciences Po l'ENA. Et à la fin, ça te donne, c'est dans le rapport du jury de l'ENA d'il y a 2-3 ans, un candidat qui on demande résumez-moi la France en 2 mots, il dit colonisation, collaboration.
Ça a suffisamment choqué le jury, qui est pourtant difficilement choquable en termes de... Parce que bon, comme aurait dit Jean-Luc Mélenchon, ancien trotskiste, sénateur socialiste et bistrot, c'est dire si dans ma vie j'en ai dit des conneries, et dès comme ça jamais, ça a terminé dans le rapport de jury. Parce que le mec, il dit ça quand même avec un plomb, il n'a pas inventé ça. On lui a inventé ça. On lui a appris ça. Et si tu veux, tu as une entreprise de démoralisation des Français. Démoralisation, c'est-à-dire que on s'est débarrassé de toutes les mémoires héroïques d'un pays qui, j'en parlais avec Greg Tabibian il y a pas longtemps, ne peut être qu'une fabrique de héros pour une seule raison. C'est que la France, par sa situation géographique, nous n'aurions jamais dû naître. On s'est battus, nous, pour naître. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des pays européens nous détestent profondément, parce qu'ils nous, Espagnols, on est une presqu'île, nous, Italiens, on est une botte, nous, l'Allemagne, on est fait pour régner sur toute l'Europe parce qu'on est au milieu, Britanniques, nous, on est une île, donc nous, d'un côté, foutez-nous la paix, mais nous, tu vois, quand tu butes, au fond, quand tu butes d'un bout de l'Eurasie à l'autre, t'arrives où? T'arrives à Brest. Et tu te dis, ce pays-là aurait jamais dû naître parce qu'il est attaquable au nord, il est attaquable à l'est, il est attaquable au sud. Et nous, on s'est battus pour être. Le problème, c'est que pendant très longtemps, les Français ont eu exactement la même réputation parce qu'avaient les Grecs anciens. Toi, on imagine, Aristote, tout ça. Les Grecs anciens étaient haïs de toute l'Antiquité parce qu'ils se sont battus pour être. Nous, pendant des siècles, on a haï. On a été haïs. Non pas pour ce qu'on a fait, mais plutôt un peuple magnanime, c'est d'ailleurs un de nos défauts. Mais parce que, putain, nom de Dieu, ils se sont battus pour être, ils ont été. Les salauds. Tu vois, le Saint-Empire romain germanique, la papauté, la couronne d'Espagne, tous ces gens-là voulaient nous buter. Bon, en réalité, on est toujours là. Et le problème, c'est que c'est très récent, ça date de début des années 70. On s'est dit, non, on va réécrire l'histoire. La France, c'est des salauds. C'est des salauds et ils doivent rechercher l'assentiment des autres. Moi, j'ai bien, ayant vécu en Asie, là, tu prends le Cambodge. Le Cambodge, aujourd'hui, est un pays relativement petit à l'échelle de l'Asie. Les autres aimeraient bien que les Cambodgiens s'excusent pendant des siècles, ça a été eux la terreur du coin. D'où les problèmes de représentation et de complexe d'infériorité de la Thaïlande, par exemple, qui nous a coûté la guerre de l'été dernier. Jamais ils s'excuseront, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas... Or, quand j'ai vécu en Asie, je me suis rendu compte que la plupart de ces peuples, et c'est ce qui fait une partie de leur force, ne recherchent pas à être aimés. Les Français ont eu une obsession d'être aimés. Et ça nous rend condescendants en plus. Parce que, tu vois, on vit toujours sur le regard de l'étranger, on se dit, oui, mais tu sais, enfin, tu m'aimes bien quand même. Tu vois, moi, j'ai assisté à des négociations internationales. Pourquoi Churchill disait, mettez des Français dans les organisations internationales, ils se défendent jamais? Parce que, et c'est pas pour rien que c'est Churchill le premier à le dire. Parce que c'est une part de la classe élitaire, en réalité, dès les années 20, et une part du peuple dès les années 70, 50 ans plus tard. On a un besoin monstrueux d'être aimé, et les gens ne se rendent pas compte, c'est que soit tu as deux types d'étrangers face à ça. Ceux qui nous trouvent condescendants, parce que j'ai pas à t'aimer parce que tu le demandes, et ceux qu'on profite, tu vois, sensibles et solvables. Ceux qui voient de la faiblesse, ouais, non mais... de la faiblesse. Non mais je suis d'accord, c'est intéressant, c'est un point de vue intéressant. Je sais pas comment culturellement la bascule s'est faite en fait. Hein. Démoralisation, c'est-à-dire qu'il y avait... Tu vois, on s'est dit, oui, tu vois, c'est toute la philosophie du soupçon qui est venue de la gauche. Pourquoi seriez-vous fiers? Mais parce que, pour une raison qui est de psychologie élémentaire, quand tu pars du principe que tu ne mérites pas les bienfaits d'une vie, tu ne la donneras pas. Ouais, c'est-à-dire que, parce que si tu te dis, je suis né salaud, mes parents sont des salauds, mes ancêtres sont des salauds, la première chose que tu vas faire, c'est douter de la nécessité d'avoir des gosses. C'est assez intéressant parce qu'au final, on se rend compte que l'ennemi de la France, c'est ses enfants biologiques en fait. Hein. L'ennemi était à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que c'est un fratricide. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est le frère qui tue son propre frère en fait, hein, qui par manipulation
à tuer la famille, et puis ensuite on arrive à des situations où, comme aujourd'hui, où les gens sont paumés en fait. Hein. Les gens sont paumés, ne font plus d'enfants, se détestent, trouvent que être français c'est de la merde. En fait, quand tu réfléchis, c'est un putain de peuple. C'est le seul peuple au monde qui permet aux gens d'être un peu égaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, c'est ce que je dis souvent aux gens quand ils me disent oui, la France est raciste. Je dis les gars, regardez, dans tous les autres pays quand vous voyagez, c'est pas comme ça en fait, tu vois. Tu sais, il y a aucun autre pays où tu vois, je sais pas, un Chinois, un Arabe, un Noir et un Blanc qui sont potes, qui montent une start-up peut-être aux États-Unis, mais c'est une terre d'immigrés, c'est différent. Et puis chez eux, en plus, enfin, ça reste. Ça reste. Des ségrégations. Il y a un fond quand même communautaire, c'est-à-dire que les Asiates sont en machin. Nous, on est quand même bien mélangés, quoi, depuis l'enfance, tu vois. C'est tout le monde dans le même truc, donc c'est quand même un paradis, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à créer une espèce de prison mentale dans laquelle les gens vont se dire que notre pays, déjà, c'est la norme, ce qui se passe. C'est-à-dire que dans tous les pays, les gens vivent aussi bien, même si aujourd'hui, voilà, on va me ressortir le fait que les communautés se foutent sur la gueule. C'est vrai. Certaines communautés, pas toutes. Certaines communautés se foutent sur la gueule, exactement. Mais au final, quand tu réfléchis à l'état d'un monde qui est vaste, quand tu voyages, moi quand je voyage, je vois pas d'autres pays comme ça, en fait, tu vois, où tu peux librement, enfin, c'est fou, hein. C'est fou, comme quoi il fallait interdire le communisme et le socialisme dès le début, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est une maladie mentale, ça a tué le pays, ça a tué les enfants de ce pays, à tel point qu'ils ne se reproduisent plus. Enfin, moi, j'en parlais avec un ami hier, et je te laisse juste après reprendre on parlait du taux de natalité, et je lui dis, et il me dit, mais tu sais, notre génération, Sylvain, on est paumé, parce que moi je suis marié, du coup j'ai un enfant, et on est dans la bande, on est 4. Et je dis, putain, les gars, moi je commence à perdre espoir avec vous, tu vois. Enfin, je me dis, putain, il se passe rien, quoi. Il dit, ouais, mais tu sais, je pense que notre génération, on était paumés parce qu'on était entre deux mondes, mais qu'à 40 ans, tout le monde va se caser. Je dis, ouais, mais à 40 ans, t'es bien gentil, mais les femmes, quand elles ont 40 ans, ça va être plus dur d'avoir un enfant. Donc il faudra faire des fécondations in vitro, il faudra faire un parcours PMA. Donc ça veut dire que tu feras pas 4 enfants, t'en feras peut-être un, si t'as de la chance, tu vois. Donc le taux de renouvellement, il est mort, en fait, tu vois. Et on parlait de ces enjeux démographiques, et je pense qu'il y a ce vrai sentiment de honte, en fait, tu vois. C'était pourquoi faire des enfants? C'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais à quoi bon faire des enfants? Je dis, je sais pas, c'est un petit peu l'essence de la vie. Enfin, tu vois, il me dit, ouais, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que, voilà, ce pays, c'est de la merde, machin. Je lui dis, mais pourquoi enfin, tu sais ce que je veux dire? On avait ces discussions, et je vois à quel point c'est prégnant dans l'imaginaire des jeunes, et je commence à saisir toute la portée de ce que tu dis. En fait, moi, je l'ai pas dans ma tête, ce discours-là, en fait, de la France c'est de la merde, parce que je suis fils de militaire, tu vois. Donc, moi, déjà, si je disais ça, je pense que j'aurais pris 3-4 claques dans la gueule, tu vois, surtout devant mon père qui a été en service et qui a été faire la guerre pour la France 2 fois. Donc moi, chez moi, déjà, le fait de dire que la France c'était de la merde, c'était un outrage, tu vois. Ça valait la mandale, quoi, tu vois, et même un peu plus. Mais je pense que mon pote, lui, qui a grandi dans une famille de syndicalistes, il est du coup une famille qui est très à gauche, hein, très très à gauche même. Je pense qu'à mon avis, il a dû grandir avec ce discours-là, et ça a dû lui pourrir le cerveau, en fait. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Je l'avais pas envisagé comme ça, tu vois, sous cette forme, sous cette espèce de propagande où on va... Mais parce qu'en fait, ça me paraît tellement contre-intuitif de se détester soi-même que je comprends même pas qu'on ait pu monter un mouvement là-dessus, un mouvement intellectuel, un mouvement politique là-dessus. En fait. Ça me paraît tellement fou. Et à partir de 83 particulièrement, on t'a généralisé. Alors déjà, on a réécrit particulièrement la Seconde Guerre mondiale, Vichy, machin, truc, connerie, à très 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 haute dose. Et si tu veux, on arrive à un point où les gens ne s'en rendent même pas compte, mais on a commencé à leur dire, vous voyez, vous avez une culpabilité, vous avez une culpabilité intrinsèque. Alors ensuite, on a réécrit, on est allé de plus en plus loin, vous avez les croisades, vous avez les machins, la colonisation, bon, vous avez tout. On a réduit l'enseignement très largement à ça. On a gommé, comme disait très bien Christiane Taubira, vous comprenez que sur les traites, il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse, et Christiane Taubira a rajouté, parce qu'il ne faudrait pas que, par exemple, les Arabes portent le poids des péchés des Arabes. C'est Christiane Taubira qui le dit. Ouais, je sais, j'ai vu, mais c'est assez... Il dit très gentiment. Or, résultat, à la fin, tu vois, pour qu'aujourd'hui Nicolas paye, il fallait d'abord qu'il paye symboliquement. Tu vois, il fallait lui mettre dans la tête qu'il était né pour payer. Et Nicolas, ils l'ont défoncé. Ah oui, parce que tu as retourné la notion de culpabilité chrétienne dans un peuple
éminemment chrétien qu'est le peuple français, ça marche à mort, sensible, solvable. Et ensuite, t'as plus qu'à ramasser pour ramasser la monnaie. Tu vois, la seule chose, c'est que ça a eu des effets psychiques absolument délétères, que aujourd'hui, et ça c'est aussi ce qui fait le caractère énervé d'une partie de la génération Internet, c'est que Internet est une gigantesque bibliothèque, certes, mais une gigantesque usine à nostalgie. On se rend compte que nos grands-parents n'étaient pas des enculés, et on se rend compte que la France est une terre de héros, et qu'on nous l'a caché. Résultat, les mecs sont un tantinet énervés. D'où à la fin, vous nous avez pourris, et en plus, il faut qu'on cotise. Niette. Tu vois ? D'où l'aspect parfois un petit peu énervé qu'on commence. Il y aura un retour de bâton, c'est évident, tu vois, c'est évident. Pas déconner, à un moment, vous nous avez fait cracher au bassinet, il va falloir passer à la caisse. Mais tu vois, la discussion. C'est quand même dommage parce qu'au final, tu te dis que l'ennemi du français, c'est le français lui-même. Hein. C'est dingue. Hein. Bien sûr. Il a été trahi politiquement par ses élites. Culturellement et spirituellement par ses anciens, j'allais dire ses anciens, ses nouveaux maîtres. Ouais, c'est un peu ça. Hein. On tue l'Église pour la remplacer par l'universalisme, par le socialisme, parce que tu l'appelles comme tu veux, par l'égalitarisme forcé en fait. Hein, et ouais, le français s'est tué lui-même en 50 ans, 60 ans peut-être. Ah, là, tu vois, la discussion qu'on vient d'avoir résume entre autres le débat de fond que nous, nationalistes, on a avec une partie de la droite identitaire. Ça soulève toujours cette question de la France de demain, parce que dans la France de demain, comment est-ce que tu la vois ? Tiens, je te pose la question, comme ça tu vas prendre la parole. C'est une vraie question de fond. Aujourd'hui, tu as un pays qui est quand même assez comment dire, hétérogène en fait. Hein. Tu as un pays avec différentes communautés. T'as les identitaires qui vont te dire il faut revenir à une France blanche de souche, ce qui se comprend en fait. Hein. C'est un peu ce que veulent tous les pays en soi. Quand tu vas dans un pays africain, on veut des Africains. Quand tu vas en Chine, donc eux ils vont te dire ça. T'en as d'autres qui vont prôner la mixité. T'en as d'autres qui vont prôner le nouvel État avec une nouvelle population. Comment est-ce que tu vas réussir à fédérer un pays qui est aujourd'hui aussi éclaté en termes de factions, quoi, tu vois ? Si tu veux, là où il y a, comment dire, tu vois, je vois dans certains travaux, particulièrement ceux de Stéphane Rosès, que j'aime beaucoup, tu as quand même, tu vois, le gros souci, c'est que tu as des imaginaires parasites qui se sont mis au-dessus de l'imaginaire qu'ont en commun, mine de rien, une partie assez écrasante des Français. La seule chose, c'est qu'on leur dit « paye, ferme ta gueule ». Donc, et ça, malheureusement, ils l'ont intériorisé. Ils l'intériorisent de plus en plus de mauvaise grâce, faut être honnête. Et d'où les poussées de fièvre à intervalles réguliers dont les Français sont capables, et de manière de plus en plus rapprochée, si tu regardes bien. Parce que les Français, en fait, veulent refaire peuple. C'est pas pour rien qu'à un moment, 80% de la population a soutenu les Gilets jaunes. C'est pas uniquement parce que les gens gueulaient, c'est parce que les gens étaient ensemble. Alors qu'on nous a interdit de l'être, et c'était pour tout le monde. La gauche le faisait, la droite le faisait, tout le monde a ses divisions, les uns contre les autres, les jeunes contre les vieux. Lui, il a une bagnole, moi j'en ai pas, gna gna gna, lui il pollue, enculé, bon, tu vois. Mais tout le monde a fait corps, effectivement, pendant ce... Et tu vois, parce qu'il y a une nostalgie du corps. Le problème, c'est que tu as les rentiers de la division. Exactement. C'est une rente qui est beaucoup trop... qui est beaucoup trop fertile, en fait, qui est beaucoup trop juteuse. Hein. C'est elle qui nous condamnera, malheureusement, à un affrontement violent, mais avec une partie de gens beaucoup plus restreinte numériquement que ce qu'on imagine. Parce que tu prends, moi c'est un débat que j'ai depuis 20 ans avec la droite identitaire, je leur dis, moi il n'y a pas de souci. Il y a des gens dont vous ne voulez plus, ok d'accord, très bien. Vous ne voulez pas des assimilés ou des non-assimilés, enfin vous posez des questions, très bien, il n'y a pas de souci. 80% des gens qui veulent le plus de mal à mon peuple sont des blancs de culture catholique. Je sais. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que je me suis on va les réémigrer. C'est pour ça que je me suis posé la vraie question, en fait. Je me suis dit, mais j'avais réfléchi à cette question identitaire, parce que je me suis dit, bon, effectivement, c'est peut-être ça le problème de la France, il manque d'homogénéité. Puis je me suis dit, mais attends, mais qui est-ce qui les a tués au final ? C'est les leurs, en fait, tu vois. Bah évidemment. C'est les leurs qui les ont tués. Ils ont été tués par leurs propres frères, donc au final,
Je me suis dit, mais la solution vient pas en fait de la couleur, vient plutôt de ce qu'il y a derrière la carrosserie, ce qui vient enfin, il faut regarder le moteur en fait, tu vois. Et en fait, c'est idéologiquement, il y a des soucis à régler en fait. Parce que quand tu vois, par exemple, moi je vais déménager à l'île Maurice l'année prochaine, pays qui est quand même très hétérodoxe. Tu as 60% d'Indiens, 20 à 30% de gens de la communauté, on va dire, africaine noire, tu as 10% de Chinois, je crois, un petit peu moins de 10% de Chinois, et puis ensuite tu as des Blancs et autres. C'est un mélange, mais franchement, comme tu n'as jamais vu, tu vois. Pas de problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de je te déteste, machin. Ils vivent catholiques, chrétiens et hindous. Voilà. Non, attends, excuse-moi. Musulmans, chrétiens et hindous. Voilà, parce que j'ai catholique, chrétien. Voilà. Chrétiens, musulmans et hindous. Et je me suis dit, bah attends, hindou, musulman, chrétien, c'est sûr que ça part en couille, tu vois. Je me suis dit, avant d'y aller, la première fois, je me suis dit, bah ça va péter, quoi, tu vois. Il y a ça en Inde, je vois très bien comment ça finit, tu vois. À un moment donné, il y a des revendications, ils vont se foutre sur la gueule. Là, j'arrive sur l'île, pas du tout, tu vois. Parce qu'en fait, la démarche des gens est différente. Bon, après, sur une île, t'es obligé de t'entendre, parce que s'il y a un cyclone et que tu t'entends pas, on est tous morts. Mais c'est intéressant, parce que je me suis dit, mais peut-être que la question, je l'ai mal posée depuis le début, tu vois. C'était pas avoir une tribu uniforme, avec tout le monde qui se ressemble. C'est un socle, pourquoi pas. Mais en fait, ce qu'il nous faut, c'est créer... un petit peu comme en entreprise ou quand tu as des associés, tu sais, dans les affaires, ce qui fait qu'on s'entend bien avec les gens et qu'on crée des relations qui vont durer des années, comme par exemple moi avec mon pote Olivier, on se connaît depuis 5 ans, c'est qu'on va traverser des choses ensemble, des choses qui sont dures, mais des bons moments. On va traverser des bons moments et des mauvais moments, mais on le fait ensemble. Et ça crée un esprit de communauté. On devient pote et au-delà de devenir pote, après on crée une relation au-delà de pote parce qu'on se dit, bah, on a vécu on a pris des coups ensemble sur certains trucs. Et ça, en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui à la France. C'est comme on n'a pas eu de grands conflits, de grandes guerres, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, le peuple français n'a à aucun moment souffert ensemble, en fait. Tous ces gens qui sont différents, ils n'ont pas perdu des proches ensemble, ils n'ont pas eu de grandes victoires. Allez, t'as la Coupe du Monde, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ridicule. On n'a pas eu de grandes victoires, on n'a pas eu de grandes souffrances ensemble, donc en fait, on se connaît pas. C'est comme au sport, je sais pas si quand tu étais plus jeune tu faisais du sport, t'arrives, tu débutes la saison, une nouvelle équipe, on se connaît pas, on s'aime pas, l'autre il est arrogant, machin truc. On va jouer quelques matchs ensemble, on se prend des branlées, mais tous ensemble. Là on s'énerve, on se dit putain c'est à cause de toi qu'on a perdu. Et là ensuite on a le premier match où on gagne tous ensemble. Et là on devient tous potes. On se dit putain les gars, on l'a fait tous ensemble, machin, et c'est ça qui crée, tu vois, cette espèce de cohésion que tu as dans un groupe, tu vois. On n'a pas eu ça aujourd'hui, nous, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas eu de grands conflits, on n'a pas eu de grosses défaites où on se dit putain, on a tous souffert ensemble, et on n'a pas eu de grandes victoires où on peut se dire bah tiens, on est fiers les mecs, on a accompli ça, et c'est nous qui l'avons fait, nous tous ensemble, tu vois. Du coup, forcément, tu te retrouves avec une nation de gens qui, ouais, on sait pas ce qu'on fout là, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les gens sont les uns aux autres, mais ils ont pas de projet commun. Tu vois, en Inde, par exemple, ils avaient cette vision 2030, c'était d'envoyer une fusée sur la Lune. Ils ont envoyé une fusée, c'était quand je suis allé en Inde en 2023, c'était 2023. Ouais, 2023, en août, je me rappelle, j'étais dans la rue et ils faisaient péter les pétards parce que l'Inde, attends, quand même te dire, l'Inde qui envoie une fusée, t'aurais parié là-dessus. J'aurais pas mis un billet sur l'Inde qui envoie une fusée dans l'espace il y a 20 ans, tu vois. Pourtant, ils l'ont fait, tu vois. Moi, ça me paraît incroyable, quoi. Les mecs, ils ont une vision pour le pays, tu vois. Ils sont en mode, l'Inde, ça va être ça va être une superpuissance. Et ça donne de l'enthousiasme aux gens, que ce soit le petit gars des bidonvilles ou le grand nabab, tu vois, la famille Adani qui sont ultra riches. Tout le monde est plus ou moins tire dans le même sens. C'est en gros, on va créer une superpuissance. C'est ce qui manque à la France aujourd'hui. Tu vois, on n'a plus de projet commun, on n'a pas souffert ensemble. Et puis même dans les souffrances, on dit ah bah tiens, j'ai souffert, mais toi en fait c'est toi qui m'as fait souffrir, et on se fout sur la gueule pour rien. Donc c'est ridicule en fait. Tu vois, on crée pas de. Et puis Macron derrière lui, au lieu d'essayer de fédérer son peuple, à la limite tu me diras, il va peut-être le fédérer parce qu'il va incarner l'ennemi commun, tu vois, et puis on va tous C'est le seul moyen qu'il ait pour fédérer qui que ce soit. Voilà, parce que sinon, il joue la pourriture. Voilà, c'est ça. Il est le méchant ultime qu'on veut tous fumer, donc du coup, tout le monde se met contre lui. À la limite, il aura peut-être servi à quelque chose. Mais c'est ça qu'il manque aujourd'hui en France, c'est qu'on n'a pas de projet commun et on n'a pas de victoire commune. Ouais. Donc il nous faut une vision, une grande victoire ensemble pour commencer à fédérer le peuple. Il nous faut cette première victoire sur quelque chose, tu vois. Peut-être que c'est le Frexit. Honnêtement, moi, je le verrais bien, tu vois. On sort de l'Union européenne, ça va être souffrance, on va chialer un peu. Puis après, on va se rendre compte qu'on arrive à se démerder tout seul. Grande victoire. On a la souffrance, on a la victoire, on a un accomplissement qu'on fait tous ensemble. Ça peut être intéressant, tu vois. Ouais. Mais il faut le faire. Plutôt que la mort lente.
Tout plutôt que la Morlande. Bah, de toute façon, voilà. Mais je pense que ça pourrait être un projet pour les Français. Vision, sortir de l'Union européenne, devenir indépendant. Souffrance, bah, en fait, on va faire cette sortie, on va en chier pendant 5-10 ans, c'est sûr. C'est quasiment sûr on va être dans la merde. On aura une monnaie de merde, on aura plein de dettes, on va se faire attaquer dans tous les sens, de tous les fronts, par tout le monde. Voilà, on sera une carcasse qui voudront tous bouffer. Il faudra avoir la tête dure. Et ensuite, on arrivera à triompher, parce que la France a quand même toujours triomphé, donc moi je fais confiance aux Français pour avoir la tête dure. On arrivera à triompher, ça prendra 10 ans, 15 ans, 20 ans, et là on sera tous contents, tu vois, et on pourra se dire, bah, quelle que soit la gueule de chacun, il est noir, il est blanc, il est arabe, bon, on aura relevé ce défi en 20 ans tous ensemble, en fait, tu vois. Et on aura cette victoire commune, en fait, et du coup on pourra créer, entre guillemets, les jalons d'une nouvelle histoire du chapitre France, en se disant, bon bah voilà, la France, c'est ça maintenant, tu vois, on s'est battu ensemble. Mais il n'y a pas d'autre choix, en fait. Sinon, qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est un pays qui, de toute façon, est en train de se métisser. Tu peux pas... tu vois, le combat des identitaires, il est perdu d'avance. Ils vont faire quoi, en fait? Ils vont tuer enfin, tu vois, 20% de la population. Sachant que les Français, comme tu le dis, sont sensibles de base, bah, quand ils vont voir qu'on tue 20% de la population, qui sont différents, bah, toute l'Europe a appuyé l'antisémitisme nazi, sauf nous. Je veux dire, nous dès que tu mets un gamin dans un fourgon de flics pour l'expulser, tout le monde. Ouais, donc tu vois, donc la France, en fait, ça veut juste dire que la France, dans son imaginaire culturel, elle est pas comme ça, en fait. Ça sert à rien d'aller contre la volonté. Enfin, tu sais ce que je veux dire, tu vas pas forcer les gens voilà. Les Français accepteront toute la rigueur nécessaire sur des bases comportementales, mais pas d'autres. Oui, exactement. C'est-à-dire les fouteurs de merde seront brisés, ça c'est clair. Au final, moi, je m'en fais pas trop pour la France et son futur en soi, parce que les Français sont quand même travailleurs, tu vois, quand tu réfléchis, ils sont travailleurs. C'est juste que tout leur argent est accaparé aujourd'hui par l'État. Toute la richesse que les Français génèrent est accaparée par l'État. Pour 1 euro de générer, 50 centimes vont à l'État. Donc forcément, il y en a de moins en moins qui sont motivés par le travail, mais le Français de base est travailleur. Il est râleur, il est bosseur. Il casse les couilles sur plein de trucs, mais il est bosseur et il a quand même un grand cœur. Tu vois, c'est un peu le pote le rustre, tu vois, c'est-à-dire que c'est Schtroumpf grognon qui pète à table, qui casse les couilles, mais tu sais que c'est un vrai pote, et si t'as besoin de lui, en vrai, il est là, tu vois, parce qu'en vrai, la France laisse jamais personne tout seul, tu vois ce que je veux dire. T'as jamais la France qui laisse ses propres citoyens crever la dalle, tu vois ce que je veux dire. Dès qu'il y a tu le vois à Mayotte, dès qu'il y a un truc qui se passe pas, machin, bam, ça envoie des aides, ça envoie des trucs humanitaires, ça envoie des convois de médecins sans frontières. Il y a d'autres pays où ils s'en battent les couilles de leur population, tu vois. Il y a un séisme, on envoie 2-3 aides, allez, démerde-toi, tu vois. Donc, voilà, finissons sur une note un peu positive, parce que on a souvent tendance à voir le mauvais côté des choses, mais en vrai, en soi, la France, c'est ça, c'est le Schtroumpf grognon, tu vois. C'est ton pote qui crie, mais tu sais que c'est ton pote, il est comme ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mon cher Sylvain, merci vraiment, c'était vraiment sympa. Avec plaisir. C'est évidemment, t'es ici chez toi quand tu le veux. Avec plaisir. Mes camarades, vous savez comment nous suivre, n'hésitez pas à nous soutenir, parce que on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, vous avez tout le nécessaire sous la vidéo, quand même, comme dirait un produit d'exportation que l'Espagne aurait pu garder. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.